Voilà, bonjour, merci à ceux qui nous rejoignent. C'est donc l'émission Territoire d'Info maintenant, deuxième partie de cette émission avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous rediffusent et TV5 Monde. L'invité politique ce matin, c'est Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député européen, coprésident du groupe Europe des Nations et des Libertés au Parlement européen. Merci d'être présent sur ce plateau. À vos côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et Christelle Bertrand pour le groupe La Dépêche qui représente la presse quotidienne régionale. Bonjour Christelle, presse quotidienne régionale qui diffusera votre interview à partir de 10h sur ses sites internet. Bon, c'est tollé général dans l'opposition hier contre Alexandre Benalla, ce très proche collaborateur d'Emmanuel Macron, chargé de mission à l'Elysée, qui a frappé un manifestant le 1er mai en se faisant passer pour un policier. On en a parlé dans la première partie de cette émission, où il y a des images derrière vous d'Alexandre Benalla. Est-ce que le président de la République, qu'on voit d'ailleurs, a voulu étouffer l'affaire, selon vous ? Bah oui, manifestement, il y a un tollé général qui est légitime. Qu'est-ce que cet Alexandre Benalla faisait aux côtés de policiers, à se comporter comme un policier, déguisé comme un policier? Il y a un problème extrêmement grave qui manifestement a voulu être étouffé par l'Élysée, et c'est peut-être ça l'aspect le plus grave. On a des gens qui se sont comportés, il y a M. Benalla mais également M. Kras qui se comportent à mi-chemin entre la racaille et la barbouze. Ça arrive jamais au Front National, ça, dans les campagnes électorales? Non, ça n'arrive pas au Front National, mais d'une manière générale, des gens qui se comportent mal, ça peut arriver partout. On doit être jugé sur la manière dont c'est traité. Or, de façon évidente, au plus haut niveau de l'État, parce qu'il est quand même chef adjoint du cabinet du président de la République à l'Élysée. Au plus haut niveau de l'État, on a cherché à minimiser et à étouffer l'affaire. La sanction qui a été prise est dérisoire, peut-être même bidon. On peut se demander si réellement la mise à pied pendant 15 jours a été effective, puisqu'on le voit il y a quelques jours, il était avec les Bleus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été mis au placard, M. Benalla. Donc tout ça est extrêmement grave, et on voit Emmanuel Macron qui s'enferme dans une espèce de mutisme coupable. Tout le monde voit bien qu'il est gêné, mais enfin, pour l'instant, on n'a pas eu des réponses qui ont été claires, qui ont été apportées. Marcelo Westphred. Quand on regarde la chronologie, en tout cas telle qu'elle est rapportée par l'Élysée, la sanction, alors vous dites qu'elle est bidon, mais la rétrogradation de fait et la mise à pied de 15 jours, elle intervient seulement 3 jours après les faits, c'est-à-dire bien avant les révélations par la presse. Donc est-ce que l'Élysée n'a pas quand même fait quelque chose ? Pas assez loin selon vous, mais quand même réagi. Non, mais il aurait dû être totalement écarté. Là, c'est une mesure purement administrative, dont on peut se demander si elle a été effective, et qui était destinée à en finir avec ce débat. Alors, le débat est à éviter, si possible, que ça sorte dans la presse. Finalement, c'est sorti, donc évidemment, aujourd'hui, ils sont gênés. Mais enfin, la question de fond, c'est de savoir comment se fait-il que quelqu'un puisse se comporter comme un policier. Enfin, d'ailleurs, je dis ça, c'est un peu insultant pour les policiers, parce que eux font leur travail, alors que lui, il outrepasse totalement ses droits, il s'amuse finalement, il frappe un gamin qui est à terre. Moi, vous savez, la Fidèle, c'est plutôt des syndicalistes de gauche, c'est pas mes amis politiques, mais enfin, franchement, quand on voit un gamin de 18 ans qui est parfaitement pacifique, assis par terre, qui se fait maltraiter, malmener, frapper, traîner, etc., par des gens qui se prennent pour des policiers, c'est honteux. Mais alors que ces gens-là soient au plus haut niveau de l'État, dans le cabinet du président de la République, c'est gravissime. Alors aujourd'hui, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour y voir plus clair. Est-ce que vous pensez que cette enquête fera toute la lumière sur cette affaire? Est-ce que vous avez confiance? On peut l'espérer, mais je pense que c'est pas suffisant. Il y a la nécessité de prendre des mesures immédiates, d'écarter définitivement ces gens-là de l'administration de l'Élysée. C'est absolument surréaliste que finalement ils soient toujours là, toujours en fonction, toujours visibles dès qu'il y a un déplacement du président de la République, y compris ces tout derniers jours ou ces toutes dernières semaines. Ça pose évidemment un problème très grave. Et puis Gérard Collomb, il faudra quand même que quelqu'un lui dise qu'il est ministre de l'Intérieur. Justement, qui réagisse. Il a saisi l'inspection générale de la police nationale pour faire une enquête sur les conditions de participation d'Alexandre Benalla. Non, mais c'est pas le sujet. Le cabinet de l'Élysée a donné manifestement son autorisation pour que M. Benalla soit observateur aux côtés des policiers. Ça arrive. Voilà. Mais ça arrive. Qu'il soit simple observateur. Sociologue, journaliste. Pourquoi pas? Il faudra qu'on en connaisse la raison, parce qu'on voit pas bien la raison, ça n'a pas l'air très clair, mais à la limite, pourquoi pas? Mais le problème, les policiers ne sont pas en cause. Il ne s'agit pas de saisir l'IGPN. L'IGPN est chargé... parce qu'il avait un brassard police. Oui, d'accord, mais ce n'est pas des policiers. L'IGPN est chargé de vérifier si des policiers se sont bien ou mal comportés. Voyant qu'un
voyant qu'une personnalité intervenait avec un brassard et avec un casque à glissière des CRS. C'est extrêmement difficile pour les policiers sur place d'intervenir. On voit d'ailleurs sur les vidéos qu'ils sont un peu gênés aux entournures, dès lors qu'ils savent qu'il est présent parce qu'il y a une décision qui a été prise au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire à l'Élysée. Donc le problème, c'est pas de saisir l'IGPN. Gérard Collomb aurait plutôt dû se porter partie civile en tant que ministre de l'Intérieur pour que l'image et la réputation de nos forces de police ne soient pas comme ça abîmées par le comportement honteux de deux personnes. Et puis il reste beaucoup d'interrogations. Monsieur Kras semble avoir une arme à feu sur lui, alors qu'il n'est pas du tout dans une mission officielle de police ou de gendarmerie. On nous dit qu'il est réserviste de la gendarmerie, tout ça mériterait d'être vérifié. Sur la base des images ou d'autres informations? Oui, semble-t-il, sur la vidéo. La question d'ailleurs se pose de savoir si M. Benalla, là, n'était pas lui-même aussi armé. Enfin voilà, ces gens-là, on voit bien qu'ils agissent dans une... Voilà, à l'abri de toutes les règles de droit, de tout fonctionnement normal. Et c'est ça qui est évidemment très inquiétant. Donc ça nécessite des réponses. Pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Vous dites ça ce matin. Hier, on a peu entendu le Front National, enfin le Rassemblement National sur ce sujet à l'Assemblée Nationale, dans les médias. Il y a eu un petit retard à l'allumage? Non, il y a un certain nombre de nos responsables, de nos porte-paroles qui sont intervenus hier dans la journée. Il ne s'agit pas pour nous de se jeter sur cette occasion. Il s'agit simplement d'identifier un problème qui est un problème grave, un dysfonctionnement au plus haut niveau de l'État qui nécessite des réponses, et pour l'instant on n'a pas eu de réponse. Voilà, donc il s'agit pas, on n'est pas dans une récupération. On voit bien qu'il y a un dysfonctionnement majeur. Le président de la République essaye d'étouffer l'affaire, l'administration de l'Élysée qui essaye d'étouffer l'affaire. Faut quand même pas oublier que ce monsieur Benalla avait recruté comme garde du corps d'Emmanuel Macron quelqu'un qui était proche des logeurs de Daesh. Si, parfaitement. Vous faites référence au fait au dénommé Macao, des images en train de jouer, en train de poser avec un ancien garde du corps d'Emmanuel Macron qui a joué, enfin qui a lui-même posé avec Jamel. Vous trouvez ça totalement anodin? Pas moi. Faudra voir effectivement quels sont les liens. Vous ne trouvez pas que ça commence à faire beaucoup pour monsieur Benalla, voilà, qui se déguise en flic, qui joue au flic, qui ensuite est proche manifestement de gens qui sont les logeurs des attentats du Bataclan? Ça commence à faire beaucoup. Enfin. Nicolas Bay, il y a justement une commission d'enquête parlementaire qui est en train de se former. Quel rôle le Rassemblement National, l'ex-Front National, y jouera? Écoutez, j'espère d'abord que cette commission d'enquête, elle sera composée des différents groupes politiques et des différentes sensibilités politiques, et pas seulement les groupes politiques, pour que il y a un travail qui soit fait complet pour identifier les responsabilités. Visiblement, c'est la commission des lois, en fait. Mais oui, mais ce qui serait important, c'est que l'Élysée prenne ses responsabilités indépendamment de cette enquête. C'est-à-dire écarte définitivement du dispositif élyséen des personnes qui se comportent de cette manière. Voilà. Vous attendez une parole du président de la République rapide? Et une action surtout. Parce que la parole, c'est bien gentil, mais là, ça nécessite simplement de prendre des décisions. Des décisions d'écarter totalement, de mettre fin au contrat de ces personnes. Et ça n'a pas été fait. Alors, est-ce que vous disiez tout à l'heure, on ne s'est pas jeté sur cette affaire? D'autres, on a vu l'Assemblée nationale hier, l'émotion que ça a pu causer et les partis politiques se saisir de cette affaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu une instrumentalisation de la part de l'opposition? Non, il n'y a eu aucune instrumentalisation, puisque les faits datent maintenant du 1er mai. Et ça n'apparaît au grand jour que maintenant, très tardivement. On voit qu'il y a eu, encore une fois, des décisions assez dérisoires qui ont été prises de la part de l'Élysée, une volonté d'étouffer totalement l'affaire. Le fait que ça suscite un certain émoi est parfaitement normal. C'est parfaitement légitime, et c'est les Français, c'est pas le problème de l'opposition, c'est pas un conflit politicien. Il s'agit maintenant que les Français puissent avoir enfin une explication claire de la part de l'Élysée. Voilà. Ça s'est passé au plus haut sommet de l'État. Ça s'est pas passé dans une collectivité territoriale. Donc ça ne fait qu'en amplifier la gravité. Merci Lovestred. Est-ce que vous diriez que c'est la fin de l'effet Coupe du Monde? Vous savez, je pense qu'on a beaucoup surestimé l'effet Coupe du Monde sur le plan politique, j'entends. Comme tous les Français, moi je me suis réjoui de la victoire de la France à la Coupe du Monde, des Bleus qui ont fait un très beau parcours. Voilà, je pense que ça a suscité un enthousiasme général dans le pays, mais certains ont sans doute espéré en tirer un bénéfice politique. À mon avis, d'abord ce serait très illégitime, et ensuite ça n'est pas le cas. Je pense que les Français ils font la part des choses. Ils savent très bien qu'Emmanuel Macron n'est pour rien, ni de près ni de loin, dans la victoire des Bleus, je pense.
C'est Nicolas Bay, un député européen, qui est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Nicolas Bay, vous avez vous-même aussi au Rassemblement national eu des difficultés judiciaires, on le sait bien. Vous-même, vous êtes mis en examen pour abus de confiance dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Est-ce que du coup, ça réduit la probabilité que vous soyez la tête de liste, vous, aux européennes? Je pense que c'est pas lié du tout. Vous savez qu'il y a 12 personnes ou 14 personnes qui ont été mises en examen dans ce dossier. Évidemment, tous les principaux dirigeants de notre mouvement ont été ciblés. Marine Le Pen, Louis Alliot, moi-même et quelques autres. Donc vous l'êtes. Donc est-ce que ça peut gager au fond le fait que vous soyez la tête de liste? Non, mais ça ne change rien. On prépare les européennes. Moi, je suis président de notre groupe au Parlement européen. Je travaille sur le fond, sur la stratégie. Viendra ensuite la question des candidatures. Mais ce qui est très grave dans cette affaire, c'est qu'on a deux juges dont tout le monde voit qui sont soit membres pour l'un, soit proches pour l'autre du syndicat de la magistrature, qui est une organisation d'extrême gauche, qui organise des réunions avec des députés de la France insoumise, qui organise des réunions avec des islamistes, et qui aujourd'hui instrumentalise le pouvoir judiciaire qui est entre leurs mains à des fins politiques, et en essayant de tuer le principal parti politique d'opposition. C'est gravissime, et c'est pour ça qu'on a lancé le site internet Alerte Démocratie, et j'invite les Françaises et les Français qui nous écoutent à aller sur ce site pour soutenir notre mouvement, pour ne pas laisser les juges comme ça décider qui a le droit d'exister, quel parti politique a le droit d'exister. C'est un peu le sarcoton de Marine Le Pen? Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'ailleurs de défendre simplement le Rassemblement national. Il s'agit de défendre les principes démocratiques. Quand vous avez... En défendant le Rassemblement national. Oui, bien sûr, mais quand vous avez deux juges qui décident, deux magistrats politisés qui décident d'utiliser le pouvoir qu'est le leur pour essayer de tuer un parti politique, c'est gravissime. On n'a jamais vu ça dans notre pays. Concrètement, ils veulent saisir la subvention publique. Cette subvention publique, elle a été décidée par les Français. C'est les Français, par leur bulletin de vote glissé dans l'urne en juin 2017, qui ont décidé d'accorder un soutien, en même temps que leur vote, un soutien financier à un parti politique. Vous avez fait un recours contre cette décision auprès de la Chambre d'instruction. Ça en est où? Vous avez eu une réponse? C'est en cours, et je crois qu'une audience aura lieu dans le courant du mois d'août. Concrètement, financièrement, où en êtes-vous financièrement au Rassemblement national? Vous disiez que vous seriez financé en août et plus en septembre. Comment ça se traduit matériellement tout ça? On attendait cette subvention publique qui arrive très tardivement. Elle devrait normalement être versée chaque année au mois de février. Elle n'est versée que partiellement et au mois d'août, puis ensuite au mois de novembre. Évidemment, dans le fonctionnement normal du mouvement, dans son action, pour les coûts de fonctionnement de notre siège national, mais aussi pour les coûts de l'action politique, la diffusion de documents, l'organisation de réunions. On a évidemment besoin de cet argent, et on comptait sur cette part de subvention qui devait nous être automatiquement versée dans quelques jours. Ça va se réduire par des licenciements, par exemple? Ça va nous empêcher de fonctionner normalement. C'est pour ça qu'on en appelle au soutien, bien sûr, de ceux qui sont attachés au Rassemblement national. Ils sont nombreux. Marine Le Pen a rassemblé 11 millions de Français à la présidentielle, mais au-delà de ça, toutes les Françaises et tous les Français qui ne veulent pas que ce soit des juges qui, dans notre pays, décident quels sont les partis politiques qui ont le droit de citer. En juin, vous avez changé votre nom. Vous appelez maintenant Rassemblement national. Même nous, journalistes, des fois, on a du mal. On dit encore Front national. Quel bilan vous tirez de ce changement de nom? Est-ce que ça a été vraiment utile, ou est-ce que ça a un peu brouillé les repères? Non, mais je crois que c'est utile parce que ça définit peut-être mieux ce que nous sommes aujourd'hui. Le Front National a beaucoup de mérite. Il a pendant 45 ans, il s'est installé dans la vie politique. Il en est devenu une force centrale. Il a imposé un certain nombre de thèmes autour desquels tournent aujourd'hui tous les débats politiques dans notre pays. Mais Front National, ça correspond à une démarche de pure opposition qui a longtemps caractérisé notre mouvement, parce qu'on avait un poids électoral qui a longtemps été assez modeste. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. Aujourd'hui, on est certes minoritaire, mais on est le pôle principal d'opposition à Emmanuel Macron. Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle. Et donc, le Rassemblement national, ça définit ce que nous sommes devenus et ce que nous voulons être. Un mot de Marion Maréchal Le Pen, qui semblait s'être écartée un petit peu de la vie publique. Elle lance aujourd'hui une école. Elle était en déplacement en Italie récemment. Elle semble revenir sur cette scène publique. Est-ce que vous souhaitez aussi son retour prochain en politique? La question, c'est surtout de savoir si elle le souhaite, et je crois que c'est pas le cas. Est-ce qu'elle manque à votre famille politique? C'est pas le cas, elle est très active. Non, mais elle lance une école.
C'est un projet qui se situe dans l'ordre des idées. Tout le monde parle d'elle quand même. Mais ça n'est pas un projet politique au sens de l'action partisane ou électorale. Donc il ne faut pas tout mélanger. Moi, je lui souhaite un plein succès dans ces nouveaux projets professionnels qui peuvent être très utiles au débat des idées et à la progression de nos idées dans l'opinion. C'est très complémentaire finalement de l'action politique telle que nous la menons, nous, au Rassemblement national. Mais voilà, après le choix pour elle de revenir en politique, un jour, je crois qu'elle ne l'a pas écarté, mais je crois que ce n'est pas du tout d'actualité. Mais est-ce qu'elle manque à votre famille politique, à sa diversité, à sa Écoutez, elle a été une députée de grand talent, elle a fait preuve de beaucoup d'efficacité, de pugnacité lorsqu'elle siégeait à l'Assemblée nationale, mais moi je respecte son choix, c'est un choix personnel qui fait qu'elle s'est mise en retrait du combat au sens électoral. Encore une fois, il est très possible qu'un jour elle revienne en politique, mais c'est un choix qui lui appartient. Marcelo Westphred, elle sera évidemment la bienvenue. Problème chez les patriotes parmi nous. Non, je voudrais d'abord revenir sur justement l'exemple italien, parce que Marion Maréchal Le Pen le regarde de près. Elle a fait une interview il y a récemment dans la presse italienne. En Europe, quels sont vos modèles, Nicolas Bay? Est-ce que votre modèle, c'est Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, qui refoule des bateaux humanitaires de migrants? Est-ce que c'est Viktor Orban, le Hongrois? Est-ce que c'est le FPÖ autrichien? C'est qui? D'abord, Matteo Salvini ou le FPÖ, ce sont nos alliés. Donc on travaille avec eux depuis des années et des années au Parlement européen, au sein de notre groupe parlementaire. Moi, je me réjouis que 2 partis politiques qui sont dans notre groupe soient désormais au pouvoir. Viktor Orban, lui, n'est pas dans notre groupe, mais on peut dire en effet qu'en Hongrie, il défend une ligne politique qui est assez proche de la nôtre, au moins sur certains aspects, notamment sur la défense de l'identité, sur la nécessité d'une Europe qui soit respectueuse des souverainetés nationales et qui laisse les nations se protéger et qui organise leur coopération dans ce sens. On voit qu'il y a une dynamique partout en Europe. La dynamique, elle est de notre côté. On a Macron et Merkel qui sont de plus en plus isolés, qui défendent le modèle de l'immigrationnisme, qui défendent le modèle des traités de libre-échange, de la concurrence déloyale. Et puis vous avez de l'autre une volonté qui s'exprime partout sur le continent, d'une Europe des nations, d'une Europe des protections, d'une Europe des coopérations. Matteo Salvini ne rejette pas des bateaux humanitaires. Il rejette l'immigration clandestine qui vient pour des raisons économiques avec des ONG qui sont les complices des passeurs et qui participent de cette démarche immigrationniste qui fait qu'aujourd'hui le continent européen a subi des millions et des millions de personnes qui sont arrivées, qui ne repartent pas parce qu'on n'a pas la volonté de les expulser et qui, contrairement à ce qu'on a entendu partout, ne fuient absolument pas la guerre pour l'immense majorité d'entre eux. Nicolas Bay, quel regard vous portez sur les déboires internes des patriotes dont l'ancien leader Florian Philippot était au Front National? Écoutez, je ne veux pas commenter ce qui, à mon avis, n'est pas un vrai sujet politique. L'eurodéputée Sophie Montel a quand même porté plainte contre lui pour faux et détournement d'argent public. Écoutez, il y a leur compte. Moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Je vois simplement que Florian Philippot s'est engagé dans une voie de garage, une voie sans issue. Il avait sa place dans notre mouvement. On peut dire qu'il a été bien traité. Il pourrait revenir ? Ça me paraît compliqué. Et puis, je crois que lui-même ne le souhaite pas. Il voulait défendre, il voulait imposer une ligne politique, il refusait le débat interne, qui est le fonctionnement normal d'un parti politique. Il est parti, il mène sa vie, mais j'ai le sentiment que les perspectives sont assez sombres. Est-ce que votre famille politique n'a pas perdu un peu de sa diversité, justement, avec ces 2 départs? On évoquait Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot. Enfin, c'est pas du tout de même nature. Tout à fait. Marion Maréchal Le Pen, il n'y a eu aucune rupture avec le mouvement. Elle a simplement fait un choix de s'engager différemment, disons, pour défendre ses idées. Marcelo Westphred. Alors, question qui n'a rien à voir, c'est la dernière matinale de Territoire d'Info. Il y a une enquête qui est sortie la semaine dernière, une grosse enquête statistique qui a été publiée dans le Figaro. C'est la dernière pour la saison. Pour la dernière de la saison, bien sûr. Pardon, c'est comme l'été arrive. Et vous apparaissez comme l'invité de l'opposition le plus souvent invité sur les plateaux télé. Il y a Benjamin Griveaux pour le gouvernement et vous arrivez 2e devant tous les autres leaders. C'est dû à quoi cette fréquence Au fait que je me lève tôt le matin. Non, mais j'en tire aucune gloire particulière. Moi, ce que je vois surtout dans cette enquête, c'est que finalement, le Rassemblement la vie national appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ne bénéficie pas d'un niveau d'exposition médiatique et d'un nombre d'invitations qui est proportionnel à son poids électoral. Je ne parle évidemment pas de ma situation personnelle. Vous êtes le premier. Non, mais encore une fois, globalement, le temps de parole qui est accordé à notre mouvement
n'est pas en adéquation avec son poids électoral. Et c'est ce qui est vrai pour nous et vrai pour quelques autres partis politiques d'ailleurs. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faudra se focaliser. Merci beaucoup Nicolas Labbé, donc recordman, hein, comme dit Marcelo Vestred, des matinales d'Info. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Merci Christelle Bertrand. On passe tout de suite au débrief de l'actualité et de vos propos, Nicolas Labbé, dans un instant. À tout de suite. Voilà, c'est le cas aussi de Pascal Jalabert, régulier de cette matinale d'info qui se lève tôt, et de Zoé Cadio, rebonjour, du groupe La Dépêche, qui se lève tôt, l'Indépendant et le Midi Libre. On démarre tout de suite avec ce débrief de Nicolas Labbé. Évidemment, il est revenu sur l'affaire d'Alexandre Benalla. Pascal Jalabert, vous y consacrez dans le Dauphiné de très nombreuses pages ce matin. Vous avez même retrouvé celui qui a filmé, celui qui est l'auteur des vidéos qui tournent, que Le Monde a diffusées, qui tournent maintenant sur tous les réseaux sociaux. Vous avez entendu, il a été très sévère, Nicolas Labbé, sur ce plateau ce matin. Oui, il joue sur du velours, donc évidemment... Comme tout le monde, là, et pour le coup, il s'interroge sur que faisait ce monsieur à cet endroit-là, à ce moment-là, entre guillemets, déguisé en policier, et puis surtout, qui lui a donné cette autorisation. Maintenant, c'est ça qu'il faut savoir, quel est le déroulé exact qui a fait que Alexandre Benalla s'est retrouvé à cet endroit-là et a pu agir ainsi. Et là, il va falloir que l'Élysée s'explique, et vite. Il faut que l'Élysée s'explique vite, parce que comme on voit l'opposition, ils en font un peu leur miel. Commission d'enquête parlementaire. Commission parlementaire, et puis ce matin, Nicolas Labbé parlait quand même d'un personnage qui est entre mi-chemin, entre la racaille et les barbousses. C'est pas des mots légers. Est-ce que ça rappelle pas le SAC, le service d'action civique du mouvement gaulliste, qui avait aussi ce type à la fois de comportement et de liaison avec le pouvoir? Voilà, c'est ça. Ça renvoie, je veux dire, à une certaine période qui n'est pas si vieille, de notre histoire, justement, comme vous disiez, avec le SAC. Et c'est aussi la période un petit peu... Dissous il y a 30 ans à peu près, le SAC. Exactement, où il y avait des méthodes un peu musclées, plus ou moins officielles, et qui souvent ont mené à certains débordements. On parle ce qui était le Front National, le Rassemblement National. Pascal Jalabert, vous êtes spécialiste de la politique, vous dirigez le bureau du groupe EBRA à Paris, 9 journaux de la presse quotidienne régionale. Comment le Rassemblement National est devenu le Rassemblement National? Vous avez entendu son explication. Quand on était le Front National, a-t-il dit, on était plutôt dans une démarche d'opposition, on était moins nombreux, on avait moins d'électeurs. Aujourd'hui, on aspire, au fond, à quoi? Au pouvoir? Oui, alors comme en théorie tout parti politique aspire au pouvoir, c'est vrai que ce n'était pas le cas du Front National de Jean-Marie Le Pen. Version Jean-Marie Le Pen. Comme l'avaient qualifié certains, c'était en gros une grosse PME familiale qui aimait les tribunes, qui adhérait à des idées d'extrême droite. Ça, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Et qui voulait être assis autour de la table des partis politiques, ce à quoi Jean-Marie Le Pen est arrivé, puisqu'il faut rappeler qu'il a été au second tour présidentiel, c'était en 2002. Donc du coup, aujourd'hui, le Rassemblement National, il est quand même inspiré par, et Nicolas Labbé en a parlé, la Ligue du Nord, le FPO, qui sont devenus des partis de gouvernement. En défense du gouvernement italien, d'ailleurs. Oui, mais je pense aussi que cette mue d'étiquette Front National, Rassemblement National, c'est aussi pour faire oublier, je dirais, la contre-performance de Marine Le Pen pendant l'élection présidentielle. Il ne faut pas l'oublier. Et puis aussi, Front National, Rassemblement National, il ne faut pas oublier non plus que le Front National a certains déboires judiciaires. Et il parle, là, il dit carrément qu'ils sont un peu, je dirais, persécutés, entre guillemets, par les autorités judiciaires, et il fait notamment allusion à la saisie qui a eu lieu notamment sur les fonds et les subventions qui leur sont dues à cause de leur leur très bonne performance électorale, mais je dirais cette saisie entre guillemets sur salaire, on pourrait dire, et ne résulte pas d'une décision française, c'est qu'il y a eu une enquête à l'Europe et qu'il y a eu des comportements litigieux, et là aussi il y a eu détournement de fonds, il y a soupçon de détournement de fonds pour pouvoir payer des permanents du Front National, alors qu'officiellement ils travaillaient pour le Parlement européen. Donc c'est un dossier qui est beaucoup plus complexe que veut bien nous le dire Nicolas Labbé. Oui, sur le Rassemblement National, il y a quand même une volonté cette fois
d'aller. Et c'est là que c'est compliqué pour eux, parce que tant qu'il y a Marine Le Pen, la rupture ne peut pas se faire. Et vous avez vu la question sur Marion Maréchal et son retour possible, probable, attendu, etc. Oui, là aussi, il faut être prudent. Oui, mais lui-même dit, bon, il salue ce qu'elle a fait dans le passé pour le mouvement, mais il n'a pas l'air de souhaiter qu'elle revienne non plus. Hein. Non, non. Surtout pour lui. Surtout pour lui, et puis oui, voilà. Au Front National, tout le monde ne souhaite pas son retour. Après, en politique, ça va très vite. Hein. Est-ce qu'elle veut revenir? Il y a quelqu'un qui le sait. Est-ce que si elle revient, elle ne va pas commettre des grosses bourdes par inexpérience, par parler par inexpérience de Marion Maréchal Le Pen, moi je ne parlerai pas d'inexpérience. Il faut rappeler quand même, c'est quelqu'un qui est doué, qui a été élevé. C'est quelqu'un qui a été élevé dans la politique, qui a été élu une des plus jeunes députées de notre République, qui s'en est sorti assez. Elle n'a jamais géré de mairie, jamais de région, jamais de ministère. Oui, d'accord, mais Emmanuel Macron n'avait jamais géré de mairie, n'avait jamais été élu local, ça ne l'a pas empêché d'accéder à la fonction suprême. Non, donc je pense qu'il faut quand même, c'est pas pareil. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Et Marion Maréchal Le Pen, qu'il le veuille ou pas, est quand même assez populaire dans une frange des électeurs du Front National. Mais vous voulez dire quoi? Elle va être un problème ou un atout pour le Rassemblement National, Marion Maréchal? On ne sait pas encore réellement. Tout dépend comment elle va être intégrée et savoir ce qu'elle veut. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a une volonté au sein de la famille Le Pen d'apaiser tout ça, comme on l'a vu, tout un reportage qu'il y a eu à l'occasion des 90 ans de Jean-Marie Le Pen dans Paris Match, pour ne pas le citer, où on voyait les 3 filles qui étaient rassemblées. C'était une photo, d'une certaine manière, historique du rassemblement familial avant de parler du rassemblement national. Il reste 20 secondes. Atout ou problème? Ni l'un ni l'autre pour le moment. De toute façon, elle n'y est pas dedans. Donc voilà, il faut voir d'abord son école à Lyon. Il faut voir ce que ça donne. C'est pas sûr que ça fonctionne non plus. Voilà. Et puis moi, je reste persuadé que c'est quelqu'un de très jeune. Emmanuel Macron, il a quand même été ministre, énarque. Bon, il sait gérer. Merci. Elle n'a pas le même âge. Pascal Jalabert du groupe EBRA, qui dirige les journaux parisiens de ces 9 journaux de la presse quotidienne régionale. Merci Zoé Cadio du groupe La Dépêche, le Midi Libre et l'Indépendant, d'avoir été toute cette saison à nos côtés sur ce plateau représentant la presse quotidienne régionale, indispensable à la pluralité, au pluralisme de l'information. Merci beaucoup. On passe au Zap Monde, ce que vous devez savoir. Un résumé de ce qui s'est passé dans le monde cette nuit avec notre partenaire TV5 Monde, et on part tout de suite pour le Cameroun. On se retrouve après. C'est une région anglophone qui semble doucement glisser vers le chaos. Dans son rapport, Human Rights Watch révèle la dégradation de la situation sécuritaire de la région. Surtout, il donne enfin une voix à ces civils pris dans l'étau des violences. Les gendarmes sont arrivés et ils nous ont battus. Ils ont tout détruit dans la maison. Ils m'ont aussi fait cette marque sur le bras. Depuis, j'ai peur. Je ressens beaucoup de rage dès que je vois des gendarmes ou des gens en uniforme. On est le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe à Paris. Les CRS chargent pour évacuer des étudiants qui avaient décidé de s'y réunir après les défilés célébrant la fête du travail. Un homme, portant un casque des forces de l'ordre, tire d'abord violemment par le cou une jeune femme, puis revient pour prêter main forte à la police. Alors qu'un jeune homme est à terre, il le relève et le frappe à plusieurs reprises. Cet homme, c'est Alexandre Benalla, et ce n'est pas un policier. On le voit ici aux côtés d'Emmanuel Macron. Il est alors chargé de la sécurité du futur président de la République lors de la campagne présidentielle. Après la victoire, il est nommé chargé de mission à l'Élysée en tant qu'adjoint au chef de cabinet du président. Le deuxième mandat présidentiel d'Abdel Fattah el-Sisi ne s'ouvre pas sur un assouplissement. La nouvelle loi sur la presse vise au contraire à parachever le contrôle des médias, y compris électroniques. Le politologue Moustapha Kamel El-Sayed écrit des chroniques pour le journal El Chourouk et il ne cache pas ses opinions. Les seuils de liberté est très limité par rapport à ce qu'on pouvait écrire il y a quelques années. Il n'y a pas vraiment la censure ouverte, mais il y a l'autocensure. C'est l'agence de presse Press Association qui l'affirme. La police britannique pense avoir identifié les 2 suspects de l'affaire Skripal. Une source proche du dossier, citée par l'agence, affirme que les enquêteurs seraient sûrs qu'ils sont russes. Les policiers auraient comparé leurs images enregistrées par des caméras de vidéosurveillance avec celles des ressortissants russes qui sont entrés au Royaume-Uni à l'époque. Pour Moscou, qui continue à nier toute implication dans cette affaire d'empoisonnement, seul compte l'avis de Scotland Yard, qui n'a fait aucun commentaire jusqu'à ce jeudi.
Voilà, dernière émission de la saison. On se retrouve évidemment au mois de septembre pour nos émissions. Merci à Soumaya Benaïssa qui était la rédactrice en chef toute cette saison de cette matinale, à Noémie Metton qui l'a coordonnée, à Alexandra Tirli qui en a fait la rédaction en chef adjointe, à Cécile Even aujourd'hui qui en a assumé la rédaction. Et tout ça sous la direction de la rédaction d'Albert Ripamonti. Merci à tous. Demain matin, c'est les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Au revoir à tous et bon week-end. Place de la République, présentée par Catherine Boulet, dans un instant. Ça s'appelle Flash Talk et c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. C'est vous qui l'avez réalisé également, c'est un truc de dingue quand même. Qu'est-ce qui a envie de filmer? Est-ce qu'il y a une norme de beauté pour vous? Non, chaque personne peut être belle comme elle est, c'est tout. Quand vous achetez, vous vous sentez exister? Bien sûr. Mais tu crois en l'amour ou pas? Je crois en l'amour, mais je pense maintenant c'est plus éphémère. T'as fait des vrais plans à la Spielberg un peu? Flash Talk, présenté par Sonia Kironi et Raphaël Yem. Aujourd'hui à 9h30. Votre soirée droit de suite sur la chaîne parlementaire. À 20h30. Cannes a été élu sur cette promesse, faire de son histoire l'étendard de ce que tout Londonien devrait pouvoir accomplir. Mais aujourd'hui, la ville se métamorphose, les inégalités se creusent et le repli sur soi guette depuis le Brexit. À 23h30. Aujourd'hui, le gouvernement iranien souhaite accéder au nucléaire militaire sur tous les fronts, qu'il s'agisse de production d'uranium enrichi, de production de missiles à tête nucléaire et même d'armements conçus spécifiquement autour de la bombe. Droit de suite, c'est un documentaire suivi d'un débat présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir sur la chaîne parlementaire.